Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Patrick Curteau, vice-président LR du Conseil départemental de l'Isère, en charge notamment de la culture. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. La culture, partout et pour tous, voilà une louable intention. Mais dans un territoire aussi vaste et divers que l'Isère, comment y parvenir sans donner l'impression de saupoudrer les aides, de disperser son action? Associations, compagnies, salles de spectacle, troupes, festivals et musées sont légion. Comment choisir sans faire de favoritisme? La culture de droite est-elle différente de celle de gauche? On en parle cette semaine avec Patrick Curteau. Alors le récap info ne vous a jamais reçu, on va donc faire un peu mieux connaissance. Vous êtes conseiller départemental du Nord-Isère. Exact. Vienne 2. Vienne 2, oui. Élu sud avec... de la ville, sud de la ville de Vienne et 17 communes autour. Élu avec Elisabeth Sellard, puisqu'on élit des binômes désormais. Et vous êtes aussi adjoint au maire de Vienne. Exact, adjoint au maire de Vienne à la culture. J'ai été pendant 2 mandats sur la culture et le patrimoine, donc depuis 2001. Quand on est adjoint à Vienne, évidemment, on ne peut pas se désintéresser du jazz. Pour vous, c'est une passion. Alors le jazz, c'est une passion. C'est d'autant plus une passion qu'avant d'être adjoint à la culture, j'ai été bénévole à Jazz à Vienne pendant une quinzaine d'années. Je me suis occupé un peu de tout, traduction pour les journalistes, etc., organisé un concours d'orchestre. Donc ça a été des moments aussi intenses. Et vous jouez vous-même? Oui, j'ai joué. Alors, de temps en temps, quand je prends la basse, je ne vais pas dire qu'il y a la poussière sur les cordes, mais oui, je jouais de la guitare, de la basse électrique. J'ai joué dans un orchestre pendant 7 ans, mais c'était dans des temps anciens. Voilà, passionné de jazz et de blues, vous avez même, dit-on, entraîné derrière vous toute la famille, hein, votre épouse, les enfants. Oui, bah, dis donc. L'un de nos fils est un excellent bassiste, donc le deuxième, dans un milieu un petit peu différent musicalement, c'est du stone metal, donc... c'est pas pareil que le jazz, mais c'est un très bon musicien. Un peu moins calme. C'est un très bon musicien. La culture doit faire partie de la vie quotidienne, vous dites. Comment est-ce qu'on réussit à faire en sorte que dans tous les milieux sociaux, on réussisse à avoir la culture au quotidien? Écoutez, aujourd'hui, on est dans un monde où tout va vite, tout va très vite. On n'a pas forcément le temps de réfléchir, de se poser, de se calmer. Et toute activité culturelle, que ce soit écouter un disque, que ce soit regarder un film, y compris à la télévision, que ce soit lire un ouvrage, un roman, un ouvrage, on va dire, historique. Je crois que ça contribue à la construction de l'individu. Et si on ne se pose pas, si on ne sait pas se poser un petit moment pour justement participer à des activités culturelles, aller au théâtre aussi, ça en fait partie naturellement, assister à un concert, je crois qu'on perd beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, depuis notre élection en 2015 avec Jean-Pierre Barbier à la tête du département, ça a été un des éléments fondamentaux de notre politique. Et Jean-Pierre Barbier a donné le là, en quelque sorte, donc si on peut faire une référence culturelle à la musique, il a donné le là en décidant assez rapidement qu'on ne pouvait pas rester avec des budgets consacrés à la culture dans l'état où ils étaient quand on a été élu en mars et avril 2015. On reparlera de budget dans un instant. On le disait, adjoint au maire de Vienne en charge de la culture, vice-président du département en charge de la culture. Comment est-ce qu'on fait quand on a ces deux casquettes pour ne pas se servir de l'une pour favoriser l'autre? Alors, je crois que c'est en fonction des projets qui sont présentés un peu partout à travers le département. On nous a reproché à Jean-Pierre Barbier et à moi il y a 2 ans, lors d'une session budgétaire, d'avoir augmenté le budget de 2 festivals importants en Isère. On nous a remarqué que l'un concernait le territoire du président et l'autre concernait Vienne. Moi, ce à quoi j'ai répondu, notamment concernant le Festival de Jazz de Vienne, il y a une période où les baisses de subventions ont été continues et très fortes. Donc, on a procédé à un rééquilibrage. Mais sur l'ensemble des territoires, on est juste, on est équitable et on essaie d'apporter le plus possible donc, les interventions du département dans tous les endroits de l'Isère. Alors on va voir effectivement comment se répartit, comment s'organise cette politique culturelle. Au département, votre délégation est assez large parce que derrière le mot culture, il y a quoi? Il y a la lecture publique, il y a l'enseignement artistique, il y a les musées, le spectacle vivant, le patrimoine. Et puis il y a également dans votre délégation la coopération décentralisée. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? Alors, la coopération décentralisée, elle concerne, au niveau du département d'Isère, elle concerne 2 territoires, 2 pays. L'un, c'est l'Arménie, donc la région du Guégarkounik, c'est une région donc... le long de la frontière arméno-turque. Et l'autre, c'est le Sénégal. Je suis allé 3 jours à Dakar récemment pour signer une nouvelle convention donc, de coopération entre le département d'Isère et
un département au Sénégal s'appelle le département de Kédougou. Le Sénégal a connu des réformes constitutionnelles il y a 2 ans. Ils ont supprimé les régions. Et ils ont réintroduit les départements. Et la région avec laquelle on avait un partenariat a été découpée en 7 départements. Naturellement, il était hors de question d'avoir un partenariat avec 7 départements. Par contre, on a mis en place un partenariat avec le département qui avait le plus de volonté, qui voulait faire des choses, qui voulait donc qu'on les accompagne dans un certain nombre de choses, mais pas à sens unique. Et donc, on a travaillé pendant 1 an à la rédaction de cette convention que j'ai signée il y a à peu près 3 semaines donc, à Dakar. Et donc le département de l'Isère, là, c'est un échange pour aider, pour soutenir des projets agricoles, culturels? Alors un peu de tout. En Arménie par exemple, il y a 1 an et demi, donc, nous sommes allés participer à l'inauguration de centres de santé dans des territoires, des secteurs de l'Arménie où des fois à 2000 mètres d'altitude où il n'y avait plus rien ou plus rien de solide. Donc en Arménie, on accompagne ce territoire dans le domaine de la santé, dans le domaine de la francophonie, dans le domaine du soutien institutionnel, et on travaille en plus donc sur la thématique du tourisme avec 3 autres collectivités donc de notre région. Donc il y a le département de l'Isère et la ville de Vienne, donc qui est un jumelage avec une ville arménienne, la ville de Grenoble et la ville de Romans. Donc 4 collectivités, on est ensemble sur une plateforme commune, 4 arméniennes et 4 françaises. Allez, on revient en Isère, vice-président à la culture au département de l'Isère. Vous le disiez, en termes de budget, votre majorité a souhaité augmenter ce budget, et vous aimez répéter que ce budget a nettement progressé. Ça veut dire quoi concrètement? C'est un budget de 28 millions d'euros. Hein. Mais écoutez, en 2015, quand on a été élu, le budget qui avait été voté à la fin de l'année 2014 était de 18 millions d'euros. On en est aujourd'hui à 28 millions d'euros. Ça fait pratiquement 55% d'augmentation à quelques virgules près. Donc c'est une augmentation très forte parce que la baisse avait été très forte auparavant. Et non seulement la baisse avait été très forte, mais les musées avaient été... donc ils pouvaient faire moins d'expositions, les compagnies théâtrales avaient d'énormes difficultés, les lieux de diffusion avaient d'énormes difficultés. Et moi je me souviens, la période où j'étais conseiller général, ça devait être vers 2008, 2009 ou 2010, on avait assisté à une manifestation des directeurs de structures de diffusion lors d'une session budgétaire. Ils n'étaient pas envahis, mais ils étaient venus donc, au département, ils avaient rencontré des groupes politiques, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient dans une situation qui devenait de plus en plus difficile. Mais moi, je me souviens aussi d'une époque, même si elle est un peu lointaine, où le département de l'Isère était le mieux doté de France en matière de culture, juste derrière celui du Vaucluse, avec son énorme festival d'Avignon. Oui, exact, c'est vrai. Et ça correspond notamment à une période où le président du Conseil général, qui avait été vice-président de la culture, s'appelait Bernard Sauget, et qui lui aussi avait porté un intérêt très fort donc, à la culture dans le département de l'Isère. Et c'est ça qu'on a voulu corriger. Et on est dans un monde, alors 2018, c'est pas la même façon de voir les choses qu'en 2010 ou même qu'en 2001, quand il y a eu le changement de majorité au département. Mais ce qui nous a paru important pour nous, dans un département de 7400 km², c'est un grand département, c'est un des plus grands départements de France, c'est de faire en sorte que la culture ait une importance qu'elle a retrouvée, qu'elle avait perdue à un moment, et on voulait lui faire retrouver cette importance. Et on se trouve aujourd'hui parmi les seuls départements en France à avoir augmenté le budget de la culture. Lorsque la droite a repris la majorité au département donc en 2015, plusieurs acteurs culturels locaux ont eu peur, ont été inquiets. Est-ce que vous avez réussi à les rassurer? Comment? Est-ce qu'il y a une différence entre une politique culturelle de droite et une politique culturelle de gauche? Est-ce que la culture est de droite ou de gauche? Je ne pense pas. Pas pour moi. Et alors, des fois, j'entends des remarques disant « Mais vous faites des choses que vos prédécesseurs n'ont pas fait, et eux qui prétendent toujours défendre la culture, c'est facile, mais entre la défense et les actes, il y a une différence. Et nous, au lieu de parler, nous avons agi. Et c'est toujours un peu notre manière de voir les choses au niveau du département de l'Isère, quels que soient les secteurs dont on parle, et au niveau de la culture, on n'en a pas que parlé. On a aussi agi dans tous les domaines, sur la lecture publique, les enseignements artistiques, les compagnies en résidence, le patrimoine, etc. Parce que la culture, c'est aussi un facteur d'attractivité. On sait que le département de l'Isère est un département où le tourisme pèse lourd. Hein, c'est 5% du PIB du département, donc c'est important. Et vous dites que la culture, c'est aussi un argument touristique.
La culture est un argument touristique. Quand on organise quelque part un grand festival ou un petit festival également, il y a des festivals qui n'ont pas la taille de Berlioz ou du festival Jazz à Vienne et qui attirent également des visiteurs, qui attirent des spectateurs donc pendant 2, 3 ou 4 jours. C'est le cas notamment dans le Vercors, c'est le cas en Chartreuse, c'est le cas dans la région de Grenoble. Donc il y a tout un tas de festivals qui sont aussi des facteurs d'attractivité parce que les spectateurs, ils ne sont pas tous grenoblois, ils ne sont pas tous isérois, ils viennent aussi de l'extérieur. Donc ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui vont éventuellement rester à l'hôtel 1 ou 2 nuits, ce sont des gens qui vont aller dans les restaurants. Et ça, c'est aussi un élément important. Et on le retrouve au niveau du patrimoine, on en parlera peut-être tout à l'heure sur ce qu'on a fait en direction de ce qu'on appelle le patrimoine de proximité, parce que ce sont des secteurs très importants en matière de développement territorial et en matière d'attractivité territoriale. Vous évoquez les festivals, on va faire un point sur quand même les 2 grands festivals du département. Jazz à Vienne, que vous connaissez bien, c'est quoi, plus de 200 000 spectateurs? Jazz à Vienne, si la météo est excellente, c'est entre 220 et 240 000 spectateurs sur la quinzaine, parce qu'il y a le théâtre antique. Le théâtre antique, c'est... L'année dernière, c'était à peu près 6 000 spectateurs par soirée, en moyenne. Hein, donc, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et puis, vous avez tous les concerts gratuits en centre-ville, de midi jusqu'à 2 heures du matin. Donc là aussi, ça attire énormément de monde. Ce sont des gens qui... Ils ne sont pas tous de Vienne, ils ne sont pas tous même de l'agglomération, la nouvelle agglomération, ils viennent contre l'agglomération, ils viennent des fois de plus loin pour assister à des concerts gratuits parce qu'ils savent qu'il y a tel orchestre qui vient tel jour. Et là, c'est un élément important. Donc, et 220 000 spectateurs, il y a peu de festivals. Dans notre région, il n'y en a pas l'été. Et en France, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, et c'est un élément important également de l'attractivité de notre territoire. Il y a l'aspect culturel, naturellement, qui est important, mais il y a aussi l'attractivité de ce territoire. Surtout à cette période de l'année. Hein, Surtout à cette période de l'année, bien évidemment. Juillet, donc, Oui, bien évidemment. Donc, et il y a il y a une saison en amont du festival avec des concerts de variété. Il y a une saison après. En général, ça se termine aux environs du début du mois d'août, parce qu'après, il y a plus de gens en vacances que pendant le mois de juillet. Et puis après, il y a le festival Berlioz qui prend le relais. Et le 18 août, on attaque avec le festival Berlioz sur une autre thématique musicale, naturellement. L'année dernière, on a quand même eu, sur le festival Berlioz, on est passé de 25 000 spectateurs en 2016 à 31 000 l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des conditions météo, sauf les 2-3 derniers jours où il a fait assez froid, ou assez frais, on va dire. Mais le reste du festival, on était quasiment à guichet fermé tous les soirs, avec la soirée donc, consacrée à Handel au château de Pupetière, avec... entre 4 500 et 5 000 personnes. Donc c'était quelque chose de magique. Donc un grand succès, des grands événements, mais qui coûtent aussi très cher. Ça coûte cher, mais la culture, ça rapporte plus que ça ne coûte. Je vous donne un exemple. Alors, je vais vous donner 2 chiffres sur les festivals. Jazz à Vienne, le budget, c'est 5 millions d'euros. Sur les 5 millions d'euros, la subvention du département des Isère, c'est 150 000 euros. Donc la même que celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs. Donc 150 000 euros. Le festival Jazz à Vienne, l'autofinancement, c'est 55% de billetterie, plus à peu près 30-35% de partenariat privé. Les subventions publiques représentent à peu près 15%. Le festival Berlioz, celui de l'année dernière notamment, le budget du festival, c'est 1 900 000 euros, dont 900 000 euros de subvention du département. Mais c'est le festival du département d'Isère, sur un territoire... Bon, on n'a pas la jauge pour Berlioz du Théâtre Antique de Vienne. Donc, naturellement, ce n'est pas la même chose. Mais c'est un élément important parce que le festival, notamment celui de l'année dernière, a attiré énormément de journalistes, non pas de la France entière, mais de l'Europe entière, quelques journalistes de l'extérieur de l'Europe. Donc là aussi, c'est un élément important, toujours, de l'attractivité du territoire. C'est le rayonnement Berlioz. Exactement. Enfin, 900 000 euros de subvention du département, c'est quand même pas rien. Est-ce qu'on réussit du coup à pas créer des jalousies avec d'autres plus petits, entre guillemets, festivals locaux, dans le Grésivaudan, dans le Vercors ou ailleurs? Alors, on a augmenté ces dernières années les participations du département, enfin les soutiens du département en matière financière, donc sur certains de ces festivals que vous citez, donc dans le Vercors, dans le Grésivaudan, à Saint-Pierre-de-Chartreuse notamment, et des festivals, d'ailleurs notamment c'est le cas de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui connaissent de grosses difficultés à cause de problèmes météorologiques d'ailleurs, parce qu'ils ont des affiches, évidemment. Des affiches qui sont intéressantes. Donc là, j'ai rencontré il y a quelque temps donc la nouvelle équipe qui va diriger en quelque sorte le festival Le Grand Son à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Mais nous sommes attentifs également à soutenir ces festivals parce qu'ils jouent un rôle important, toujours la même chose, sur leur territoire, en Chartreuse, dans le Vercors. Et du côté du Vercors, ils ont des projets pour éventuellement continuer d'organiser des concerts l'hiver. Donc ça sera à voir avec Chantal Cardios, de Berthe Villardelan, qui a quelques idées là-dessus.
Mais effectivement, pour limiter les effets climatiques, il faut des équipements. Et là, le département a fait un gros investissement sur Berlioz, à la Côte-Saint-André, un auditorium qui était démonté chaque année. Là, on a décidé de le pérenniser, c'est ça? Alors, ça coûte très cher, ça aussi. C'est pas vraiment. C'est de l'investissement d'abord. Déjà, donc c'est pas un auditorium. C'est un toit. Hein. On a doublé la couverture, donc on a gardé la même couverture, on l'a doublé et on l'a installé de manière pérenne. Pourquoi? Parce que chaque année, depuis des années, le montage et le démontage du chapiteau, ça coûtait au fil du temps. On atteint maintenant, enfin, on atteignait 90 000 euros par an. Donc 90 000 euros, fonctionnement, c'est 90 000 euros. Alors je ne vais pas dire que c'est de l'argent jeté par les fenêtres ou au-delà du château Louis XI à la Côte-Saint-André, mais c'est quand même un élément important à prendre en compte. Et chaque fois, il y avait des réparations à faire. Donc là, on a quelque chose qui... En fait, c'est la coque qui reste. Les gradins, le fond de scène, etc., tout est réinstallé chaque année. Mais on a au moins quelque chose qui peut aussi servir, on va dire, du mois d'avril-mai, s'il fait beau, jusqu'en septembre, à la communauté de communes ou à la commune de la Côte-Saint-André, donc pour organiser des manifestations diverses. Alors, la culture partout pour tous, je le disais en introduction, c'est un très beau slogan, un slogan vertueux, mais comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de proposer de la culture au fin fond du Valbonnet, de la Matésine ou du Trièves? On pense là à la lecture publique, c'est quand même la première porte d'accès à la culture pour les enfants, parfois dès le plus jeune âge. Pour les enfants et pour les adultes. La lecture publique, pour moi et pour notre majorité départementale, c'est un élément fondamental de la culture en Isère. Pourquoi? Parce que on a des territoires des communes qui n'ont pas de bibliothèque, on a des territoires qui n'ont pas de médiathèque, et on est en train, on a mis en place, j'ai rencontré là, les élus donc, du territoire de Loisan là, récemment, donc on va enfin avoir un maillage sous forme de réseau sur le territoire de Loisan. Il y a une belle médiathèque à Bourdoisan, mais il n'y avait pas de maillage dans le cadre d'un réseau. Donc maintenant, ça va se faire de cette manière. Et je crois qu'il est important pour un territoire d'avoir la possibilité de donner accès aux habitants aux livres. Alors, pas qu'au numérique. Le livre s'est dépassé maintenant avec Internet, avec les écrans. Non, justement. Je vais raconter une anecdote. Quand on a lancé le projet de construction de la médiathèque à Vienne, on a une fabuleuse médiathèque à Vienne qui a été ouverte en 2012, en janvier 2012. Quand on a lancé le projet, quelques personnes m'ont dit, notamment des élus, mais aujourd'hui avec Internet, il n'y a plus besoin de médiathèque, il n'y a plus besoin de livres. Ben, on s'aperçoit qu'on est passé à Vienne de 3 000 adhérents à la médiathèque à près de 9 000 aujourd'hui. Et c'est la même chose partout. Oui, le numérique, c'est important. Je suis un adepte du numérique, mais je ne suis pas un inconditionnel du numérique. Et je lis toujours des livres papier. Et puis il y a du numérique dans les médiathèques. Hein. Et il y a du numérique dans les médiathèques. Et la médiathèque départementale de l'Isère a mis en place, on va pas tarder à l'ouvrir, donc un laboratoire d'innovation technologique, donc où viendront se former les bibliothécaires professionnels, les bibliothécaires bénévoles, donc qui travaillent dans les bibliothèques à travers les communes du département. Et on aura la même chose sur la médiathèque départementale de Bourgoin-Jallieu, probablement dans le courant de l'année prochaine. Ah, parce qu'il y a 2 médiathèques départementales, Saint-Martin-d'Air et Bourgoin. Donc avec une action prioritaire, j'entends bien, sur la création de ces réseaux, ce maillage du territoire, avec une priorité sur les communes de moins de 10 000 habitants, c'est ça? Alors, les médiathèques têtes de réseau, elles regroupent donc des bibliothèques de plusieurs communes qui sont autour d'elles. Elles se mettent en réseau, carte commune, système informatique commun. Et on accorde un soutien particulier, le département, à toute commune qui veut soit construire, soit, on va dire, améliorer, réorganiser une bibliothèque dans les communes de moins de 10 000 habitants. Et c'est important parce que c'est là aussi, quand vous parliez tout à l'heure de la Matésine, Trièves, vous avez certains secteurs du Nord-Isère aussi, donc vers les limites du Rhône et de l'Ain, où vous avez également des lieux, des secteurs où il n'y a pas encore de bibliothèques, ou des lieux où les bibliothèques sont peu développées. Donc là aussi, on est prêt à soutenir les projets que nous présenteraient les élus. Bon, on ne va pas s'arrêter trop longtemps, mais il y a aussi le soutien aux pratiques artistiques, les compagnies, les écoles de musique quand même, qui sont souvent très gourmandes en financement. On les incite souvent à se regrouper. Il y a un soutien réaffirmé auprès des écoles de musique du département? Alors, on a mis en place, c'était en 2016, dans le courant de l'année 2016, donc des appels à projets en direction de territoires où vous avez un conservatoire à rayonnement communal et autour de ces conservatoires, quand vous avez des écoles de musique associatives, municipales, on les incite à bâtir des projets en commun.
On aide financièrement jusqu'à 10 000 euros donc, de subvention quand le projet, alors ce n'est pas systématique chaque année, mais quand le projet tient la route, quand le projet est intéressant, ils savent se regrouper. L'objectif, ce n'est pas d'avoir la même chose que pour les médiathèques, d'avoir des têtes de réseau, mais que petit à petit, certains le font déjà, mais pas forcément de manière toujours très, très pertinente, très efficace. Maintenant, ça a totalement changé. Ils ont appris à travailler ensemble, et quand ils apprennent à travailler ensemble, quand ils ont des projets intéressants sur le plan pédagogique, sur le plan musical, sur le plan de l'organisation, à ce moment-là, on les soutient, et ils se rendent compte que finalement, le département apporte un plus au travail qu'ils font. Alors la culture, c'est donc l'attractivité d'un territoire, on l'a compris, c'est l'enrichissement de l'esprit, une découverte de l'autre. Et puis la culture, c'est aussi la liberté de création et d'expression. Petit commentaire d'actualité, Patrick Curteau, comment est-ce que vous vous positionnez dans le vif débat qu'il y a eu cette semaine autour de 2 concerts à Grenoble de Bertrand Cantat, devant la Belle Électrique, des manifestants féministes hostiles à la prestation sur scène du chanteur, qui a été condamné pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant. On en parle, vous donnez votre avis après ce reportage. Il est 17h, l'esplanade devant la Belle Électrique se remplit peu à peu. Des militants, pour la plupart féministes, manifestent à quelques heures du concert de Bertrand Cantat. Tout se déroule dans le calme jusqu'à l'arrivée de l'ex-leader de Noir Désir. Surprise et colère se mêlent alors chez les opposants. On a chanté tout à l'heure que son mépris n'avait pas de limite, et ben voilà, on en a la confirmation, on a eu la confirmation en live en fait, son mépris n'a pas de limite et il vient jusqu'à nous toucher et tenter de nous embrasser là devant tout le monde. Pris à partie, le chanteur s'éclipse au bout de 10 minutes. Les féministes, elles et eux, choisissent de monter un comité d'accueil électrique pour les fans. Les échanges sont tendus. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a beaucoup de personnes qui se positionnent en disant oui, mais il a purgé sa peine. Alors c'est un fait, il est allé en prison, il a purgé sa peine, la justice, voilà, donc ça c'est un fait. Mais quand on a tué quelqu'un sous les coups, on la purge jamais sa peine. Un contexte qui n'aura pas dissuadé les fans, les 2 concerts de la Belle Électrique affichant complet. Réaction, c'est difficile de se positionner sur ce dossier. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, 2 remarques. La première, sur le plan judiciaire, c'est réglé. Même si certains pensent que la peine est insuffisante, on n'a pas à juger. L'affaire est jugée, c'est réglé. Maintenant, il y a l'aspect moral. Et l'aspect moral, c'est lui et sa conscience, en fait. C'est Bertrand Cantat et sa conscience. Après, qui décide d'organiser de faire des concerts, ça, c'est lui qui en prend la décision. Par contre, moi, il y a une chose qui est un peu gênante, c'est quand il parle de violence lors de ces manifestations. Je crois, comme on dit familièrement, il pourrait faire canard parce qu'il n'est pas le mieux placé pour s'offusquer de violence à son égard. Maintenant, ça ne pourra pas durer éternellement. Donc, il y a un moment, il faudra que ça s'arrête. Et puis, comme je dis, donc, judiciairement, l'affaire est réglée. Donc, et moi, je soutiens, loin de moi de soutenir Bertrand Cantat. Mais il aurait peut-être dû faire preuve d'introspection à un moment, parce qu'on ne l'a jamais entendu s'excuser de manière forte. Donc, oui, il dit qu'il comprend l'émotion. Ouais, c'est un peu tard. L'Observatoire de la liberté de création, parce que c'est bien ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, a estimé que Bertrand Cantat avait le droit de chanter, tout en jugeant quand même légitime le débat sur son retour artistique. C'est un peu ce que vous disiez. Oui, finalement, il faut être discret. Oui, discret petit à petit. Bon, ça n'empêche pas d'enregistrer des disques, ça n'empêche pas d'être en studio et de participer à des sessions avec d'autres musiciens ou d'autres chanteurs. Allez, ce vendredi s'est achevé le 2e épisode de Paysage, avec un immense spectacle dans le Jardin de Ville de Grenoble. La compagnie Carabosse qui a proposé un spectacle pyrotechnique assez intense. C'était donc la saison numéro 2. La saison consacrée à l'hiver, après celle de l'automne. L'objectif de ces épisodes, de cette série Paysage. Culturelle. Oui, c'est une série, parce que finalement, oui, il y aura plusieurs séries. 4 saisons. Voilà, les 4 saisons. Il y aura les 4 saisons de Paysage. C'est de montrer aux
aux Isérois finalement que leur territoire est beau, et divers et varié? Alors, l'idée initiale, quand on a lancé le projet Paysage, l'idée c'était de dire, je vous disais tout à l'heure, département d'Isère, 7400 km², sur d'ailleurs l'affiche de Paysage, c'est marqué 7431 km² exactement. Mais l'idée c'était de faire prendre conscience aux Isérois et à nos visiteurs d'ailleurs, donc de la richesse des paysages du département d'Isère, donc que ce soit les hautes montagnes de l'Oisans, le plateau du Vercors, les plaines de la Bièvre, le Nord-Isère, la vallée du Rhône évidemment, mais parce que, pas dire qu'ils n'en ont pas conscience, mais par des expositions, par des installations, par des performances. Donc on permet à des habitants, des gens, des visiteurs qui n'y pensent pas forcément, de venir voir des paysages d'une manière totalement différente que s'arrêter au bord de la route. Ah, elle est belle la montagne, ah, il est beau le champ. Non, il faut qu'ils prennent conscience que ces lieux où ils habitent, qui font partie de leur vie quotidienne, on leur permet de les voir d'une autre manière. Quand vous avez une compagnie théâtrale qui fait une performance ou qui fait une déambulation, c'est pas la même chose que de regarder le monument, de regarder le site où l'on se trouve. Voilà, c'est un autre regard posé sur notre environnement. Alors, pour cette phase hivernale, 5 territoires ont été choisis, notamment l'Oisans. Vous parliez d'une compagnie de théâtre, eh bien, illustration. La vallée de la Romanche, souvent traversée pour rejoindre les stations, mais rarement visitée, cette zone de l'Oisan est mise à l'honneur dans le cadre de l'opération Paysage, le temps d'une balade en bus. Aux commandes, la célèbre compagnie théâtrale drômoise, les Délices d'Ada. Alors on a eu des échanges à la fois en effet de raconter un peu notre histoire, notre patrimoine, tout ce qu'on vient d'évoquer, voilà, l'histoire de la route, l'histoire de l'hydroélectricité, tout ça. Et puis eux, d'une certaine manière, en ont fait leur miel, c'est-à-dire que c'est eux qui ont imaginé ces séquences sans plus de concertation avec nous, voilà, pour arriver à provoquer cette espèce de percussion visuelle, on va dire, pour le public. Entre les phases de transport où il est conseillé d'observer par la fenêtre, les curieux qui osent braver le froid de l'Oisan se font surprendre par les comédiens. Une fois par des apostrophes poétiques au bord d'un bassin de rétention d'eau, et d'autres fois par un monologue naturaliste. Les interlocuteurs de la matinée, eux, ne se font pas prier pour échanger avec le public. On continue. Allez. On sentait peut-être des choses travaillées, puis d'autres qui étaient peut-être plus imaginées en fonction du lieu, de l'environnement. Enfin, c'était pas toujours facile de trouver une logique, mais je me suis senti bien dans chacune des séquences. En plus d'être un spectacle vivant, l'excursion insolite est également l'occasion de découvrir ou redécouvrir des endroits parfois oubliés. Je connaissais les endroits, mais pas aussi près. Hein. Donc, quand on est, par exemple, dernière visite, on voit surtout par la route, hein, quand on passe en voiture ou en bus. Donc, c'est vrai qu'on était auprès des bâtiments, puis avec le narrateur, poète, qui était là, donc on voit les choses autrement. Une visite avec un autre œil et sous un autre angle qui permet de rendre au paysage son dynamisme d'antan. Alors pour cette saison 2, il y avait l'Oisan, il y a eu aussi l'agglomération grenobloise, le Vercors et la Porte des Alpes et l'Isère rhodanienne, avec des programmes, des animations, des rencontres, des expositions, toute une programmation qui est assez diverse, dans des lieux souvent étonnants. Dans des lieux étonnants. Donc on avait plus de 200 événements donc, qui se sont déroulés ici ou là. Et alors des lieux étonnants, la semaine dernière, le week-end dernier, donc, la compagnie d'Elisada était sur l'Isère rhodanienne, donc, et notamment à Vienne. Il y a eu le dimanche après-midi des ateliers dans un collège dans lequel sont venus de nombreux ados. Faites venir des adolescents dans un collège un dimanche après-midi, là c'était quand même une belle réussite. Et donc c'était alors des ateliers autour donc, notamment de l'informatique, mais je pense que là on a réussi quelque chose qui était intéressant. Il y a eu également, alors je vais parler de ce que j'ai vécu la semaine dernière, donc des balades sur le Rhône, balades fluviales sur le Rhône. Il y a eu une compagnie théâtrale qui a fait une visite théâtralisée, donc une le samedi, une le dimanche. Le dimanche, il y avait 250 personnes qui suivaient la compagnie dans les rues de Vienne. Bon, c'est quand même assez extraordinaire. Et ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran, le reportage en Oisan, il y a la même chose dans le Vercors, mais en Oisan, c'était extraordinaire parce qu'à un moment, il y a eu une période où il neigeait beaucoup. Je ne sais plus quel jour c'était le samedi ou le dimanche, mais le public a répondu présent. Donc ça veut dire que quand on organise quelque chose qui peut être intéressant et qui sort de l'ordinaire, les gens se mobilisent.
Donc la saison 2 vient de s'achever, hein, la saison hivernale. La prochaine saison, ce sera le printemps. On a déjà des idées. Ce sera quel territoire? Non, alors il y a 4 autres territoires et encore un morceau donc, de l'agglomération. Il va y avoir le Voironnais, il va y avoir la Matésine et les 2 autres, je les ai oubliés, je les ai pas encore en tête. Mais j'avais les 4 précédents. Donc, et donc ce sera le printemps, ça va être aux environs du 20 mars, hein, donc jusqu'à fin juin. Et l'été, donc en 2020. Avec, pendant la saison d'été, le festival Berlioz. À suivre sur Télé Grenoble, évidemment, vous aurez tous les détails. J'aimerais qu'on en vienne aux musées départementaux. Ils sont gratuits. Est-ce que d'abord, ils le resteront? C'est une question qu'on se pose régulièrement. Oui. Parce que des musées gratuits, il y en a quand même 10 en Isère. C'est quand même pas si fréquent que ça. Oui. Alors, donc c'est une vraie volonté. Quand on a été élu, on s'est posé la question. On s'est dit, bon, la gratuité, mais est-ce que la gratuité, c'est une fin en soi? Donc on a fait faire une étude des publics. Donc elle va sortir dans les semaines qui viennent. Là, allez, vous en connaissez quelques éléments. Donc la gratuité, on la garde. Donc là, il n'y a pas de problème. Même si on s'aperçoit que dans certains musées, les publics qui viennent reviennent et reviennent, si on peut dire. Donc alors quelquefois ils reviennent seuls, quelquefois ils reviennent avec des amis. Ils reviennent aussi parce qu'il y a une nouvelle exposition. Donc, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une accessibilité donc, de ces musées à des personnes qui... Bon, si c'était payant, on va y aller une fois. La fois suivante, on n'ira que si l'exposition est vraiment... nous intéresse, à une certaine... Donc, ça présente un certain intérêt pour l'individu. Mais actuellement, la gratuité n'est pas remise en cause, compte tenu du succès, en plus, qu'on a depuis maintenant 2 ans sur les expositions que l'on présente. Alors, précisément, je le disais, il y a 10 musées départementaux en Isère. Alors, ce sont ceux qui sont créés, animés, financés par le département. Il y a bien d'autres musées sur le territoire, mais qui ne sont pas départementaux, qui sont d'ailleurs cofinancés par le conseil départemental. Oui, qui reçoivent des subventions du département également. Alors, ces 10 musées départementaux, quelques exemples. D'abord, quel est le budget qu'on y consacre chaque année? 3 200 000 euros. 3 100 000 euros donc, chaque année. Entre 2016 et 2017, le budget donc, consacré aux musées départementaux a augmenté de 11%. Ça permet d'avoir des expositions en plus, ça permet d'avoir des présentations différentes. Donc là, c'est quand même relativement important. Et quelle fréquentation, du coup? 400 000 visiteurs l'année dernière, enfin en 2017, sur l'ensemble des musées départementaux. Alors, ça fait 40 000 en moyenne par musée. Oui, mais il y en a qui ont beaucoup plus de monde. Vous allez à Visil, vous allez au musée de l'Ancien Évêché, au musée dauphinois. Donc, musée dauphinois, l'exposition actuelle sur les JO de Grenoble, on a dépassé les 20 000 visiteurs. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais 400 000 visiteurs l'année dernière, parce qu'on a des expositions intéressantes. L'exposition Lédiguerre, l'exposition Jean de Bins, qui est prolongée, jusqu'au mois de mai justement parce que on a fait des découvertes entre temps des visiteurs qui sont venus au musée qui ont dit moi chez moi j'ai quelques cartes si vous voulez les proposer à l'exposition. Donc c'est la raison pour laquelle en fait l'exposition elle est prolongée avec des copies de ce qu'on avait donc sur la première partie et de nouvelles cartes dont certaines vont être données au musée dauphinois, au musée d'Ancien Évêché, pardon. Alors vous en avez cité quelques-uns, un ou deux coups de cœur de musées départementaux peut-être un peu moins connus. Alors il y en a un que j'adore, qui est tout petit, qui est perché, alors je ne vais pas dire en haut de la montagne, c'est le musée donc de Saint-Hugues de Chartreuse, donc musée d'art moderne, consacré à l'art contemporain, à l'art moderne. Et c'est le musée où la boutique fait les meilleures recettes, ou parmi les meilleures recettes, compte tenu de la taille. Et en fait, pourquoi? Parce que l'hiver, vous avez les gens qui vont faire du ski, donc s'il fait mauvais, etc., ils vont au musée. L'été, vous avez énormément de touristes ou de vacanciers qui vont là-bas. Et c'est vraiment, le musée de Saint-Hugues de Chartreuse, c'est vraiment un bijou. On parlait tout à l'heure de la culture pour tous, cette gratuité, eh bien voilà un exemple de la culture pour tous. La culture, ça ne coûte pas cher, ça coûte même à rien quand on va au musée. Moi, je vous invite tous à aller vous promener tout simplement dans les musées du département avec les enfants. Si je peux me permettre justement sur la culture qui coûte, etc. Il y a eu 2 études qui ont été faites il y a 3 ans à peu près, par le ministère de la Culture et une autre par le ministère des Finances. Une par une société privée et une autre par un ministère. Elles concluaient toutes les deux à la même chose, que la culture rapportait plus en matière de PIB que l'industrie automobile.
Allez, on parle des musées. Bientôt un 11e musée, le musée Champollion à Vif. Ça y est, c'est parti parce que ça traîne depuis 20 ans. Hein. Alors, en 2001, la maison Champollion avait été acquise par le département, ouverte brièvement pendant une année lors d'un congrès d'égyptologie à Grenoble en 2004 et 2005. Après, on a tout refermé, on a remis les bâches, remis les cartons, c'est tout resté dans son jus. Et c'est lors d'une visite avec le président Barbier à la fin de l'année 2016, quand on a vu les lieux, quand on a vu le potentiel qu'il y avait, qu'on a décidé de rouvrir cette maison et d'en faire le 11e musée départemental consacré à Champollion. La conservatrice est recrutée. On en est à la phase actuellement de préparation et l'ouverture est prévue pour l'été 2020. Bon, c'est la maison natale de l'égyptologue, hein, là où il a vécu à Vif, donc une rénovation en cours. Le musée archéologique du lac de Paladru, alors là, lui aussi, on l'a longtemps attendu, ça aurait pu être un musée départemental et il est finalement porté par le Pays Voironnais. Voilà, il est porté par la comité d'agglomération du Pays Voironnais avec un soutien du département. Donc le département a prévu, cette année, je crois que le chiffre, c'est quelques centaines de milliers d'euros, sachant qu'au total, donc, le département mettra 1 million d'euros sur l'investissement du musée du lac de Paladru. Voilà, sur 5 millions, hein, c'est un budget d'à peu près 5 millions. Oui, c'est un budget d'à peu près 5 millions, donc on met 1 million avec certitude. Donc on a voté, je crois, une enveloppe de 300 000 euros cette année pour commencer. Bon, alors, évidemment, ce musée dont on a vu la maquette à l'instant va enfin permettre de mettre en lumière et en valeur les milliers d'objets qui ont été découverts dans le lac de Paladru, hein, fruit de 30 ans de fouilles, des objets du néolithique et bien sûr du Moyen-Âge avec les fameux chevaliers paysans de l'an 1000. Ouverture prévue, pareil, pour 2019-2020. Un grand bâtiment de 900 mètres carrés. J'entends parler aussi d'un musée à Vienne. Alors, il ne sera pas départemental. Non, ce ne sera pas un musée départemental. Il y a un certain nombre d'années, il y a une petite dizaine d'années, donc on avait reçu, lors d'une visite pour différentes thématiques à Vienne, l'ancien président du Conseil général, André Valigny, et on se rend dans un site à Vienne, qui est le musée lapidaire, donc l'église Saint-Pierre. Et d'un côté, il y avait le maire de Vienne, moi j'étais de l'autre côté, et le président Valigny dit au maire de Vienne, il dit « Jacques, Vienne mérite un musée départemental ». Et moi, je me suis retourné vers lui, je dis « chiche ». On l'attend toujours, donc en fait on n'aura pas de musée départemental à Vienne, mais on aura un musée qui va reprendre l'histoire de la ville, l'histoire des Viennois. Alors on ne va pas refaire un musée d'antiquité naturellement, puisqu'on a le musée de Saint-Romain-en-Galles, Vienne, sur la rive droite du Rhône, mais on va faire un musée consacré à l'histoire de la ville, donc un petit peu d'antiquité, mais le Moyen-Âge, la Renaissance, la période industrielle, la période moderne, etc. L'idée étant qu'actuellement on en est à la phase de l'élaboration du projet scientifique et culturel, qui a déjà bien commencé. On a prévu, on va dire, un PSC brut d'ici l'été et une finalisation du PSC, le projet scientifique et culturel, d'ici la fin de l'année 2018. Après, on aura une forte participation du département pour la construction de ce musée, avec probablement aussi l'État et la région qui seront présents, mais ce ne sera pas un musée départemental. Allez, on se donne rendez-vous avant la fin du mandat 2020, peut-être pour l'ouverture. Non, pas l'ouverture, non. Il faudra aller vite. Pose de première pierre d'ici 2020. Mais pas d'ouverture. Bon, je ne voudrais pas qu'on termine cette émission sans avoir évoqué le patrimoine, parce que, vous le savez, Emmanuel Macron a confié une grande mission à Stéphane Bern sur le plan national pour recenser le patrimoine non classé, non inscrit, qui mériterait quand même d'être aidé. C'est aussi une action que vous avez menée au niveau départemental. Je ne vais pas faire de parallèle avec Emmanuel Macron, mais Jean-Pierre Barbier m'a confié la mission donc, de faire quelque chose sur le patrimoine. Alors, ce qu'on appelle péjorativement le petit patrimoine, et moi, ce que je veux qu'on appelle, le terme est vu un peu rentrer dans nos mœurs départementales, le patrimoine de proximité. On a dans des communes, de petites communes de 1000, 2000 habitants, un château, une église, une mairie, une vieille école, une croix de chemin, un lavoir qui sont en mauvais état. Et il a été décidé, donc, quand nous avons mis en place le plan de relance de 100 millions d'euros, il a pris la décision de consacrer 5 millions d'euros de ce plan de relance à la restauration de ce patrimoine de proximité, classé ou non, patrimoine en Isère ou non, privé ou public. Et donc on a mis en place un dispositif. Donc il y a eu... alors il n'y a pas eu d'effet d'appel d'air. À un moment, au début, on a été un peu inquiet parce qu'on se disait mais il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de dossier. Les dossiers sont arrivés petit à petit parce qu'il fallait que
les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, prennent connaissance du dispositif et puis se disent, attendez, moi j'ai un toit d'église à refaire. Et alors quel bilan 3 ans après? Pardon? Quel est le bilan? Le bilan, il est extraordinaire. Les 5 millions d'euros qu'on avait prévus, donc c'était sur 2 ans, à la fin du printemps, là, vers mai, enfin même avril-mai, on aura tout consommé. Donc les 5 millions auront été consommés. Tous les dossiers n'ont pas été acceptés naturellement. Nous n'acceptons pas les dossiers, par exemple, dont les travaux avaient déjà commencé. Ça, c'est la règle en matière de soutien public. Mais donc il faut remettre un nouveau budget, là, alors. Alors, attendez, je vais y venir. On est à quelques 120 ou 130 sites, lieux, objets donc, qui ont été restaurés. Et comme on ne pouvait pas s'arrêter du jour au lendemain, naturellement, on ne va pas s'arrêter, pas dire qu'on est au milieu du gué, mais une fois qu'on est arrivé de l'autre côté... Quand un dispositif marche, il faut le poursuivre, c'est voilà, ça. Donc on va le poursuivre avec une approche un petit peu différente. Les taux d'intervention sont les mêmes, sauf pour le patrimoine classé inscrit public. Donc jusqu'à 40%, c'était, c'est ça? Voilà, jusqu'à 40%, à partir du moment où le maître d'ouvrage faisait appel à un architecte du patrimoine. Donc là, on est parti sur un autre dispositif de 2 millions d'euros pour cette année, enfin, on va dire sur 12-14 mois, et plus orienté en direction du patrimoine religieux. Et l'année prochaine, ce sera un autre type de patrimoine qui sera concerné, mais on garde ce dispositif de soutien. Allez, il me reste quelques secondes à peine. Je ne peux pas vous poser la question de l'avenir de l'ancien palais du Parlement, place Saint-André à Grenoble. C'est une propriété du département de l'Isère. Il n'est absolument pas visible ou très peu visible par le grand public. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Alors, le Palais du Parlement abrite 2 services du département, hein, donc le service de la direction de la culture et du patrimoine et Isère Tourisme. Donc, ce Palais du Parlement, on a lancé un appel à projet pour voir les propositions qu'on peut avoir, sachant que, quoi qu'il en soit, une fois qu'on aura choisi donc un opérateur, tout ce qui est classé inscrit restera propriété du département de l'Isère. Ça, c'est intangible. Donc, par contre, on va avoir les propositions qui nous seront faites. Et je pense donc, le reste peut devenir un hôtel, une salle de spectacle, de réception. On verra les propositions qui seront faites, hein, donc, sachant que c'est un bâtiment magnifique. Donc, mais il faut y faire quelque chose, sinon il se dégradera de plus en plus. Et les parties donc, qui resteront sous l'égide du département seront visitables par le grand public ? Je pense que pas. Alors, on n'a encore rien décidé, mais c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Merci beaucoup Patrick Curteau d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci d'être venu vous voir. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite avec le vice-président du département sur les réseaux sociaux pour le supplément, le bonus du Récap Info et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.